Bien, bonsoir à tous. Il est 20h30 et avant d'ouvrir cette séance du Conseil municipal, je vais donner la parole à Monsieur Ericard, qui représente le délégataire SOR, pour nous présenter le rapport d'activité pour l'eau potable et l'assainissement pour l'année passée. Donc, Monsieur Ericard, je vous donne le micro. Merci beaucoup. Donc, avec Pascal Lacassagne, qui est le chef de secteur qui intervient directement sur Vic-en-Bigorre, que la plupart d'entre vous doivent connaître, nous allons vous présenter le rapport annuel du délégataire. On sait que l'on a une quinzaine de minutes. Ne vous inquiétez pas si on passe un petit peu rapidement sur certaines diapositives, puisque j'ai proposé à M. Constantin de vous fournir notre support, si vous souhaitez revenir ensuite plus en détail. Et en allant vite sur la présentation, ça peut aussi nous laisser du temps ensuite sur de l'échange et quelques questions. Donc nous allons vous présenter ce rapport annuel. Pascal va vous parler tout d'abord des temps forts de l'année 2020. Alors les temps forts, effectivement, donc l'année 2020, ça a été la pandémie de Covid qui a donc pénalisé nos équipes sur la plupart des interventions. Donc on a maintenu les activités essentielles pour assurer la continuité de service pendant les périodes de confinement. Nous avons eu aussi des perturbations au niveau du château d'eau avec des liaisons entre le réservoir et la station d'Artagnan qui a donc généré des pannes et des passages en trop-plein sur le réservoir. Et nous avons aussi participé à une étude près du forage d'Artagnan avec la modification du projet de modification du seuil du pont de fer. Donc c'est géré par l'agence Adour qui a fait des essais sur le forage. Nous avons terminé la sectorisation, la mise en place de la sectorisation. Nous avons 9 compteurs aujourd'hui qui découpent la commune et le réseau d'eau potable en 9 tronçons qui nous permettent de rechercher les fuites plus facilement. Nous avons réalisé dans le cadre du marché à commande avec Akini le renouvellement du réseau à la rue Eugène Thénault, à 50 mètres de réalisé, plus 50 mètres de renforcement, et 40 mètres sur la rue Barrère de Gézac. Les branchements ont été renouvelés et les boîtes d'assainissement aussi. Les chiffres clés. Alors, comme on va revenir un petit peu plus en détail par la suite, je vous propose directement, cette diapositive qui est extrêmement précise vous sera transmise. Je préfère faire des focus sur certains chiffres. Tout d'abord, le volume mis en distribution. Le volume mis en distribution, c'est le volume qui sort de la station de production d'eau potable. D'accord ? Donc on constate une évolution de ce volume qui a grandement baissé puisque les volumes produits au niveau de la station ont baissé de 11%. D'où cela peut venir ? Tout d'abord, l'évolution du nombre de branchements. Vous voyez que sur Vic, il y a 1,5% de branchements en plus. Ce nombre de branchements complémentaires vient tout d'abord des branchements neufs. Il y en a environ 16. Le reste des abonnés en plus, venant du fait que certains immeubles ou certaines grandes maisons sont séparées en plusieurs appartements. Donc ça augmente le nombre d'abonnés. Et donc on a vu une évolution du nombre d'abonnés passant de 2502 à 2539. Et en face de ça, malgré l'évolution du nombre d'abonnés, on a vu une baisse des volumes consommés. Ce qui peut être d'ailleurs un petit peu surprenant pour 2020, pendant la période de Covid, où on pouvait imaginer que les usagers allaient plus consommer puisqu'ils étaient confinés et restés à la maison. Bien pas du tout, cela ne s'est pas observé. Vous verrez même que sur les gros consommateurs, tels que l'hôpital, tels que le lycée, on a vu des augmentations de consommation. Alors, la plus grande augmentation, on le verra un petit peu plus tard, venant de l'hôpital, ce qui peut malgré tout s'expliquer en temps de Covid. Et donc on retrouve ici l'évolution de la consommation unitaire, et on voit bien que depuis 2017, on est sur une tendance baissière, avec chaque année une consommation unitaire par branchement de 86 mètres cubes par branchement.
faut que vous sachiez que cette consommation unitaire est une consommation unitaire qui est basse ou faible, puisque la moyenne en France est, qui nous permet en tout cas de calculer de manière générale, est plutôt aux environs de 120 mètres cubes par abonné. Donc là, on est aux environs de 86 cubes. Donc voilà ce que je vous indiquais tout à l'heure concernant les gros consommateurs. Et on voit bien que le diagramme en rouge, c'est la consommation de l'hôpital qui est passée de 20 000 à 25 000. Il faut également savoir que là-dedans, il peut y avoir aussi un effet du compteur, puisqu'on a renouvelé le compteur qui était assez ancien. Le compteur de l'hôpital est extrêmement compliqué à changer parce qu'on est obligé de couper l'eau de l'hôpital, donc ça nous a engendré des difficultés pour changer ce compteur qui était extrêmement ancien. Il y a peut-être également un petit effet comptage sur ce compteur-là. Voilà pour la partie eau potable et on termine sur le prix. Le prix de l'eau TTC, prenant en compte la part SOR, la part communale, la part agence de l'eau, à travers la préservation des ressources en eau, la lutte contre la pollution, sans oublier la TVA à 5,5, qui représente un tarif de l'eau par mètre cube, je vous rappelle pour 1000 litres, de 2,39 €. Donc le prix de l'eau potable sur Vic en Bigorre pour 1000 litres est de 2,39 €. Donc je vous laisse faire le calcul. On ne peut même pas dire en centimes ce que ça représente, tout à fait en haut, le prix d'un litre d'eau. Voilà pour la présentation eau potable et sur les indicateurs principaux. Pascal, le réseau. Voilà, donc là, c'est les indicateurs de performance sur le réseau. On voit que le rendement est à 80,52%, à peu près stable par rapport aux autres années, une légère diminution. Et l'indice linéaire de perte sur le réseau en mètres cubes par jour et par kilomètre donc a diminué. Ce qui est un bon indicateur, hein, c'est-à-dire c'est le nombre de mètres cubes qui sont perdus par kilomètre de réseau. L'origine des fuites, donc il y a eu moins de fuites en 2020 qu'en 2019. 10 fuites sur des conduites, 3 fuites sur branchement. L'intervention sur le réseau, donc il y a bien sûr le lavage du réservoir et de la bâche d'Artagnan. Il y a eu des recherches de fuite. Ce qui a changé énormément sur les recherches de fuite, c'est la façon de faire, puisqu'on a posé en début de contrat 23 points d'écoute permanents qui sont dans des carrefours, des points stratégiques de la commune. Du coup, il nous suffit de patrouiller 2 fois par semaine et de relever ces capteurs pour nous indiquer les tronçons où on aurait entendu du bruit. Et ensuite, on va procéder à des recherches de fuite par écoute, plutôt de nuit. Alors, un point important, excusez-moi. Vous avez sur la commune de Vic en Bigorre environ 50 km de réseau d'eau potable. Donc, comme vous le voyez, on a inspecté tout le réseau plus de 2 fois sur la durée de l'année. Donc vous avez vu que le rendement est assez stable, que les fuites baissent, malgré le fait que l'on recherche beaucoup plus les fuites, ce qui veut dire qu'on est sur des fuites beaucoup plus petites et très très difficiles aujourd'hui à détecter. Quand on est à 80% de rendement réseau, c'est déjà un très très bon rendement réseau. La qualité de l'eau, donc au niveau bactériologique, nous avons eu 100% de conformité. Sur la partie physico-chimique, nous avons eu 87,5% de non-conformité, avec 4 non-conformités. Ce sont des métaux là, chlore ESA, avec une moyenne mesurée à 0,14 pour une limite à 0,10. Donc c'est assez proche de la limite. Elles ont été considérées comme des non-conformités. Le compte annuel de résultats, donc je ne rentrerai pas dans le détail. On voit juste... Alors, les produits sont sensiblement les mêmes. On voit juste ici que l'on a du personnel qui a diminué par rapport aux autres années. C'est tout simplement l'effet du chômage partiel pendant la période de Covid, hein, puisqu'on n'a pas, nos agents ont été payés à travers le chômage partiel, donc nous n'avons pas imputé le salaire de nos agents sur le compte annuel de résultats. Pour le reste, des charges assez stables et qui, bon an, mal an, nous fait arriver à un résultat légèrement déficitaire de 10 000 €, mais que je nommerai à l'équilibre par rapport au contrat d'eau potable.
Les propositions d'amélioration sur les canalisations, dont nous avions indiqué qu'il fallait renouveler la rue des Minimes, rue des Écoles et le boulevard Gallieni. Donc les travaux étaient prévus au deuxième trimestre 2021. Ils ont été réalisés. Et donc, nous proposons de continuer le programme pluriannuel de renouvellement du réseau. Nous proposons aussi de renforcer le réseau depuis Saint-Onis sur la route de Tarbes pour venir secourir l'alimentation du réservoir par le réseau de Tarbes Nord en cas de difficulté sur la station d'Artagnan. Nous proposons aussi de continuer à renouveler les tronçons fuyards où il y a des fuites récurrentes. Nous proposons de clôturer aussi l'enceinte du réservoir avec une clôture qui serait aux normes. Actuellement, ce n'est pas tout à fait le cas. Sur la station, et sous réserve bien sûr des conclusions du schéma directeur qui est en cours, nous proposons de rajouter une deuxième pompe de secours au niveau du forage. Aujourd'hui, il n'y en a qu'une. Et de rajouter un traitement type Carbo Plus pour le traitement des pesticides. Donc je passerai sur cette partie technique, mais on sera bien évidemment à votre disposition si vous souhaitez plus de renseignements. On bascule sur la partie assainissement. Avec les chiffres clés, c'est pareil, je pense qu'on va y passer rapidement. Un point toujours important, c'est le nombre de débouchages qui ont été réalisés, avec 64 de débouchages, c'est-à-dire plus d'un débouchage par semaine, malgré le fait qu'on a grandement augmenté le linéaire d'hydrocurage préventif effectué, parce que l'on a également effectué de l'hydrocurage préventif dans le cadre du schéma directeur d'assainissement. Dans le temps fort, bien sûr, on retrouve les mêmes problèmes avec la pandémie, donc ce qui a conduit une modification sur le traitement des boues de la station d'épuration, où il a fallu donc procéder à un chaulage complémentaire pour traiter ces boues et les hygiéniser. Donc le schéma directeur, bien sûr, d'assainissement qui était en cours et qui a proposé comme scénario de renouveler la station d'épuration. Et ensuite, un point important aussi par rapport au déversoir d'orage de la rive gauche de l'Échesse, qui a été considéré comme un déversoir unique et relié à celui de la station d'épuration, qui permet donc du coup qui modifie le calcul de la performance épuratoire, et c'est plutôt en votre défaveur malheureusement. Les temps forts sur la station, donc vous voyez sur la photo de droite, c'est au niveau des plaques du clarificateur. C'est un ouvrage qui est sensible et qui est justement qui était déjà sous-dimensionné. Et aujourd'hui, en plus, il se dégrade fortement, ce qui empêche le pompage des boues en fond d'ouvrage d'une façon assez aléatoire et qui pénalise un peu tout. Et le bassin, à côté, vous avez le pont racleur, qui est le pont brosse, qui une fois de plus tombé dans le fond du bassin. Donc il a été déposé et aujourd'hui il a été remplacé par un hydroéjecteur qui était un secours et maintenant qui est définitif. Alors ce qu'on ne voit pas ici, on voit juste un bout ici. C'est-à-dire que ce pont racleur, ce pont brosse qui était censé être ici à l'horizontale, et que toutes ces lamelles, quand elles tournent, provoquent une aération extrêmement forte du bassin qui permet réellement de faire l'épuration des eaux usées, il est tombé dans le bassin, donc il n'effectuait plus son travail épuratoire. Dans la partie, donc ça c'est les temps forts aussi par rapport à du réseau. Donc il y a des passages caméras qui ont été réalisés et nous avons dû réparer en urgence une canalisation. Vous le voyez face au Tivoli, qui est la conduite qui passe sous le canal, et boulevard d'Alsace. Donc on a réparé et changé un bout de réseau. L'évolution des branchements assainissement qui ont légèrement augmenté également. Donc les nouveaux abonnés se raccordent plutôt au réseau collectif. Les volumes épuratoires, eux, ont augmenté, puisqu'on a plus d'usagers qui se raccordent à la partie assainissement collectif, et un tarif de l'assainissement à hauteur de 2,43 € TTC par mètre cube, avec, comme pour l'eau potable, une part SOR, une part collectivité, une part agence de l'eau, qui n'est pas négligeable, et une TVA pour le coup à 10% pour un total d'une facture 120 mètres cubes à 291 €. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes sur Vic en Bigorre plutôt aux alentours des 85 mètres cubes et non pas 120 mètres cubes. Donc une facture bien plus basse que ça. Voilà, ça on peut passer. Là, si on voit vite fait
En rouge, c'est la pluviométrie. En bleu, c'est les déversements au niveau de la station d'épuration, le passage, les bypasses de la station. Et en vert, c'est ce qui rentre dans la station. Donc ça, on peut passer aussi. Voilà. Le compte de résultat, qui là aussi, pour le coup, s'améliore, qui tend là aussi vers l'équilibre, notamment, tout comme pour l'eau potable, grâce à une partie de personnel qui a été moins imputée sur le contrat, même si en face, vous avez vu tout à l'heure qu'on a eu des soucis sur le pont Brosse, qui est tombé en panne, qu'on a dû compenser avec un système beaucoup plus énergivore pour compenser la partie épuratoire et qui nous a coûté un petit peu plus cher. Malgré tout, on arrive bientôt à équilibrer le service. On a proposé une amélioration, donc c'est la construction d'une nouvelle station d'épuration. Et au vu des enregistrements de débit qui ont été mesurés par le PRIMA, donc les investigations ont été menées sur la rive gauche de l'Echeste, rue de Sillac, rue du Collège. Il y aura d'autres investigations complémentaires par la suite. Qui vont me permettre, aujourd'hui vous avez de l'eau de pluie qui rentre dans vos réseaux d'assainissement, ce qui ne doit pas être le cas. On a constaté certaines poches, et donc maintenant les investigations complémentaires vont nous permettre d'aller chercher plus en détail les endroits qui sont non conformes. Voilà pour notre présentation, 20h45. Magnifique, merci beaucoup, avec une ponctualité orfèvre, bravo. Est-ce que après cette présentation pour l'eau et pour l'assainissement, il y a des questions? Monsieur Paul. Oui, alors moi j'ai une question. On parle de sous-dimensionnement de la station d'épuration. Or la commune de Vic, depuis maintenant pas mal d'années, perd de la population. On a perdu 600, on a une diminution de la population de plus de 600 personnes. Et donc comment on peut comprendre qu'aujourd'hui si c'est une question vétusté, on peut le comprendre. Si c'est une question de sous-dimension, j'ai un peu plus de mal à le comprendre. Alors il y a deux éléments. Il y a tout d'abord une question de vétusté et une question de process également. Le process qui avait été choisi il y a maintenant 25 ans ou 30 ans sont des process qui ne se font absolument plus et qui aujourd'hui ne sont plus acceptables par rapport aux rendements épuratoires qui sont demandés par la France et par l'Europe. C'est les anciens procédés qui ne sont plus suffisamment efficaces. Et deuxièmement, il y a également un sous-dimensionnement général, notamment vous l'avez vu, par rapport au traitement des eaux de pluie, qui ne devraient pas rentrer dans le réseau, mais qui malgré tout y arrivent. Et donc la future station d'épuration sera à même de traiter une partie de ces effluents complémentaires à travers du stockage dans des bassins tampons. Voilà. Donc aujourd'hui, très clairement, la commune de Vic-en-Bigorre est impactée par les eaux pluviales qui rentrent dans ces réseaux. Et donc, alors il y a une pression importante de l'administration, notamment pour entrer en conformité. Et une pression de l'Europe également. Est-ce qu'il y a une autre question? Profitez-en pour les explications techniques. Sûr? Bon, écoutez, pour ma part, je dois dire que cette présentation, en plus d'être très claire, montre le sérieux du travail de la SOR, même dans dans 2 années extrêmement compliquées. On voit d'ailleurs que sur les questions de population et d'évolution de la population, alors certes, le nombre de personnes par foyer diminue et c'est certain, on peut le constater, mais on voit bien que le nombre de branchements continue d'augmenter, ce qui à mon sens, repose le problème de la façon dont calcule l'INSEE pour dénombrer la population, qui, à titre personnel, ne m'a jamais véritablement convaincu. Et puis, pour répondre également à M. Paul, vous voyez que le nombre de mètres cubes utilisés en termes d'assainissement a tendance malgré tout à augmenter. Alors peut-être que c'était à cause de l'année Covid, mais on peut imaginer, mais en tout cas, il est au moins stable là-dessus, en plus de la vétusté de la steppe. Donc en tout cas, on peut voir que
sur les points essentiels, et notamment sur la question du rendement, du contrôle des fuites et du prix. On est dans une stabilité, puisque la faible augmentation correspond à peu près à l'inflation. Donc on est dans une stabilité du prix, et pour cela, voilà, on peut vous remercier comme prestataire. Je pense que la municipalité est satisfaite du travail que vous faites pour elle. Et excusez-moi, parler avec le masque, c'est pas toujours évident. Et donc, de ce fait, on souhaite que ça continue ainsi, et qu'avec la création de la nouvelle STEP, et puis qu'on continue à traquer les fuites et à renouveler le réseau dans le programme, enfin conformément au programme qu'on s'était fixé. Voilà. Donc merci pour cette présentation. Merci à vous. Merci. Et merci pour votre disponibilité. Bonne soirée, messieurs. Je vais donc pouvoir maintenant ouvrir formellement la séance du conseil municipal. J'indique que M. Faro m'a donné procuration. M. Bullet a donné procuration à Mme Boson. M. Le Godec a donné... Attendez. Excusez-moi. Monsieur Bullet a donné procuration à Madame Boson, Monsieur Faro à Madame Pérez, Monsieur Le Godec à moi-même et Madame Espinas à Madame Abaïr. Je désigne Madame Boson comme secrétaire de séance, et je vous indique que le groupe Tous Unis pour Vic a souhaité poser 2 questions diverses qui seront abordées en fin de conseil. Je vais vous proposer en premier point d'approuver le procès-verbal de la séance du 13 juillet dernier. Et avant cela, est-ce qu'il y a des questions sur ce procès-verbal? Non. Est-ce qu'il y a des oppositions? Très bien. Des abstentions? Procès-verbal adopté. Suite à la présentation de la SOR sur les rapports de gestion des délégations de services publics, vous avez vu que les comptes de résultats étaient à peu près à l'équilibre. Enfin, c'est légèrement négatif, entre 8 et 10 000 euros, mais sur des budgets à 500 000, on peut considérer que c'est de l'ordre de l'équilibre. Je vais vous proposer d'adopter ces rapports. Alors, je vais vous proposer de les adopter en une fois, n'est-ce pas? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Les rapports sont adoptés à l'unanimité. Le projet de délibération numéro 3 concerne les propositions de l'état d'assiette de coupe. Je donne la parole à Monsieur Abadi. Oui, les services de l'ONF ont étudié pour la commune le programme d'assiette de coupe pour l'année 2022. Donc il est proposé à la commune de procéder à des opérations de martelage uniquement pour la vente de bois sur pied. Les coupes affagères seront effectuées sur les parcelles programmées l'année dernière, sur lesquelles il reste assez de lots de bois pour servir tous les affagistes, à savoir dans les parcelles 22 au Marmajou et 33 à Peyre-Blanc. Dont les opérations de coupe pour la vente de bois sur pied se dérouleront sur les parcelles suivantes, dont il y a 5 parcelles, la 5, la 7, la 9, la 17 et la 18. Et en plus, il y a le chemin du Marmajou, c'est-à-dire qu'il faut essayer de couper un petit peu les arbres parce qu'il est toujours à l'ombre et l'humidité reste et détruit le chemin. Donc, avec l'ONF, nous propose de couper un petit peu les bordures pour aérer le chemin. Donc, toutes ces coupes donneront au total un cubage, un volume estimatif de 900
mètres cubes. Donc il est proposé au Conseil de se prononcer sur ce programme. Est-ce qu'il y a des questions? 900 mètres cubes à peu près 40 euros, ça fera, ça ferait 35, 36. Et c'est la fourchette basse, quoi, suivant monsieur Grandhomme, la fourchette basse, ça sera peut-être un peu plus. Monsieur Paul. Ce sont essentiellement des chênes? Il y a de tout. C'est pour ça qu'il y a vraiment des beaux chênes, et puis il y a d'autres, il y a des châtaigniers, il y a d'autres bois, donc qui sont moins valorisants, quoi. C'est pour ça qu'on tourne à entre 43 et 45 euros du mètre cube. Enfin, mais fourchette basse. Hein, parce que... Bon, bah alors, vraisemblablement, plus de 40 000 euros pour la commune. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Le point suivant, numéro 4, concerne l'acquisition de la parcelle section BD numéro 1, quartier La Ville. Monsieur Duhamel. Considérant le projet de la commune de réalisation d'un parcours de pêche pour enfants et les adultes, considérant le souhait d'une mise en œuvre de l'opération courant 2022, l'opportunité d'acheter la parcelle cadastrée suivante. Secteur BD numéro 1, appartenant à M. Jean-François Laménière, d'une superficie de 9052 m², quartier La Ville à Vic-en-Bigorre. Vu que cette acquisition par la commune permettrait de réaliser les travaux de réalisation d'un parcours de pêche pour enfants et adultes, vu l'avis favorable à l'unanimité du bureau municipal en date du 4 octobre 2021, vu l'avis de la commission des finances du 22 octobre 2021, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'acquisition de la parcelle cadastrée secteur numéro BD numéro 1, quartier La Ville à Vic-en-Bigorre, appartenant à M. Jean-François Laménière pour un montant de 10 000 euros. Les frais de notaire étant à la charge de la commune, et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tous les actes formalisant cette acquisition de parcelle. Merci beaucoup, Monsieur Duhamel. Donc, vous voyez dans le schéma qui est projeté juste derrière moi où se situe la parcelle, exactement de l'autre côté du petit canal au bout du parc naturel. C'est à peu près 1 hectare, un peu moins d'1 hectare. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Plus que des questions sur la genèse du projet et sur éventuellement une étude de marché qui aurait lieu sur cette activité nouvelle, éducative et intéressante, mais on ne saisit pas l'apparition soudaine de ce projet. Alors, c'est simplement une opportunité d'achat d'un terrain dans la continuité du parc qui est en train d'être aménagé et donc c'est une surface significative qui est tout à fait en continuité du parc. Donc c'est pour ça que c'est l'opportunité d'un achat qui trouvera probablement plusieurs utilités dans les mois ou années qui viennent. Mais voilà, ça va dans la continuité d'un achat communal d'un espace qui a vocation à être un espace public commun. Oui, mais avec un objectif précis quand même, puisqu'on est sur un lieu de pêche, si j'ai bien compris, destiné à des enfants. Il y a déjà un premier parcours de pêche qui est en train d'être fait, un parcours de pêche labellisé famille, qui n'est pas encore labellisé, qu'il sera vraisemblablement l'année prochaine, à condition de faire un certain nombre de petits aménagements, et effectivement qui pourra déjà servir pour ça. Mais l'utilité de cet hectare, ce sera pas. Vous comprenez bien que le parcours de pêche, ce sera le long du canal. Et là, on a quasiment 9000 m², quasiment 1 hectare. Donc, il y aura d'autres possibilités d'aménagement, d'utilisation. Peut-on espérer que précisément le reste de l'aménagement de cette parcelle sera soumis lors de commission? Oui, éventuellement, selon les différents types d'aménagements possibles, bien sûr. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais le soumettre au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté, je vous remercie. Le point suivant
point numéro 5, concerne encore une fois l'acquisition de parcelles. Et là, c'est au niveau du chemin de la Rail, tout autour du gymnase. Je vais donner la parole à Madame Chartrain. Donc ces parcelles se situent au nord-ouest de la commune, au quartier de la Rail. Elles concernent le projet de la commune d'enrichissement de l'offre associative et sportive sur le territoire, avec la création d'une salle de vie associative et citoyenne, la réalisation d'un trinquet adossé au dojo existant. La mise en œuvre de l'opération serait prévue courant 2021. Presque à la fin. Considérant la nécessité d'acheter les parcelles situées au nord-ouest du bâtiment existant avec les références cadastrales suivantes. Section BK 411, numéro 416 et numéro 418, appartenant à M. René Guéry. Il est prévu d'acquérir une bande d'1,50 m maximum des parcelles 418 et 411, ainsi que la totalité de la parcelle 416. Ces acquisitions permettraient d'améliorer les conditions d'accès et de développement du site et du quartier. Vu l'avis du bureau municipal du 4 octobre 2021, de la commission des finances du 22 octobre 2021, il est proposé au Conseil d'approuver l'acquisition des parcelles cadastrées suivantes. Section BK 411 de 873 m², quartier Bourda à Vic-Bigorre. C'est une acquisition partielle. BK 416 859 m², quartier Bourda, toujours à Vic-Bigorre, avec une acquisition totale. BK 418 pour 238 m², quartier Bourdas, avec une acquisition partielle. Tout cela appartient à M. René Guéry pour un montant de 10 000 €. Les frais de notaire seraient à la charge de la commune. Merci beaucoup, Madame Chartrain. Alors, même si tout ce que vous avez dit est rigoureusement juste, pour être plus clair, le schéma projeté juste derrière moi montre bien qu'il s'agit en fait des parcelles tout autour du gymnase de la Rail et détaillé précisément par Madame Chartrain. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Bon, je vais soumettre au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Point adopté. Je vous remercie. Pour le projet de délibération numéro 6, il s'agit encore une fois... Non, là, il s'agit de cession de parcelles cadastrées, route de Rabastens, et je vais redonner la parole à Madame Chartrain. Alors, nous sommes au numéro 11 de la route de Rabastens. Ces parcelles cadastrées section BH numéro 466 d'une superficie de 24 m² et section BH 465 de 30 m², lieu dit la ville. Elle représente un ancien fossé communal longeant les parcelles des propriétés riveraines qui est à ce jour comblé, muré et construit par endroits. Le bornage du 28 septembre 2021 sur le site démontre que ces parcelles communales sont utilisées depuis 50 ans par les propriétaires riverains et qui en assurent l'entretien. Au regard de cette situation et du contexte, il est proposé la cession de cette petite bande de terrain représentant le fossé enclavé et inaccessible d'1,50 m de largeur à l'euro symbolique. On propose au conseil municipal de décider la cession des parcelles cadastrées section BH 466 de 24 m² et section BH 465 de 30 m² appartenant au domaine privé communal pour l'euro symbolique au bénéfice des propriétaires des parcelles BH numéro 580, 581, 582 et 583. Les frais de notaire étant à la charge de la commune. Autorisez M. le maire ou son représentant à signer tous les actes relatifs à cette cession. Merci beaucoup, Madame Chartrain. Donc, simplement une régularisation en droit de ce qui était déjà un état de fait. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vais donc soumettre ce point au vote. Cession pour l'euro symbolique. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci beaucoup pour les riverains. Projet de délibération numéro 7, il s'agit de la fixation du montant de l'indemnité due au titre de l'occupation irrégulière du domaine public routier et non routier
par les réseaux et ouvrages de communication électronique, et il est lié au projet de délibération numéro 8, mais on va déjà s'attaquer au projet de délibération numéro 7. Je donne la parole à Madame Guillard. Donc, ces deux projets, délibération numéro 7 et 8, concernent le même projet, à savoir l'occupation du domaine public par les opérateurs de télécommunications, dont notamment pour la commune de Vitre, il s'agit particulièrement d'Orange. Alors, délibération numéro 7 correspond à une régularisation des années de 2016 à 2020, pour lesquelles le domaine public communal a été occupé sans droit ni titre par les réseaux et ouvrages de l'opérateur Orange. Donc l'indemnisation demandée est d'un peu moins de 20 000 euros. Donc il est proposé d'instaurer le principe d'une indemnisation de la commune par les occupants sans droit ni titre du domaine public du fait de la présence irrégulière des réseaux et ouvrages de communication électronique pour les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, de faire correspondre le montant de l'indemnité au montant annuel plafond actualisé de la redevance qu'aurait perçu la commune en cas d'occupation régulière pour les années citées, sauf pour les fourreaux inoccupés. Donc, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant, sur ces bases, à mettre en recouvrement les créances et signer toute pièce afférente à ce dossier. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Paul. Et avant 2016, il n'y avait pas Orange utilisait bien les réseaux aussi et payait, et ils ont arrêté de payer en 2016. Comment ça s'explique, ça? Je ne comprends pas trop pourquoi. Il s'agit d'un résultat Madame commun Guillard, qui a été fait avec la SDE, et on a pu remonter jusqu'à 2016 pour pouvoir bien, quantifier les réseaux utilisés et de quelle manière ils étaient utilisés. Réglementairement parlant, on ne peut pas remonter avant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais donc soumettre le point 7 au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Point 8 qui est directement lié. Madame Guillard. Alors, pour le point 8, il s'agit simplement d'actualiser les tarifs, différents tarifs pour l'année 2021, conformément au Code des postes et télécommunications électroniques, qui fera l'objet du paiement de la redevance annuelle correspondante. Alors, il est proposé, en termes de tarifs, en fonction des décrets, puisque c'est des décrets 2005-1676, d'actualiser en 2020 à 55,05 € en aérien, en souterrain à 41,29 € et l'emprise au sol à 27,53 €. Ces tarifs sont applicables aux installations nouvelles comme aux installations existantes ayant fait l'objet d'autorisations antérieures pour ces dernières, et les nouveaux tarifs sont notifiés aux permissionnaires. Donc il s'agit d'autoriser monsieur le maire ou son représentant sur ces bases à mettre en recouvrement les créances et de signer toute pièce afférente à ce dossier en fonction des nouvelles de l'actualisation des tarifs. Merci beaucoup. Donc ces tarifs sont des tarifs réglementaires. Pour 2021. Il y a des questions? Je soumets le point au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Point adopté à l'unanimité. Le projet de délibération suivant, le 9e, concerne la décision modificative numéro 2 du budget municipal de la commune, budget principal. Je redonne la parole à Madame Guillard. Alors, pour le budget communal, il s'agit principalement d'intégrer les recettes supplémentaires de fonctionnement, notamment les remboursements liés, comme on vient de le voir, à la redevance d'occupation du domaine public et les droits de mutation plus importants que prévu. Une participation pour perte des recettes liées au Covid et différents remboursements d'assurance non budgétés. Je tiens à signaler aussi que c'est suite à la délibération du conseil municipal du 13 avril 2021 approuvant le budget 2021 et l'avis de la commission des finances du 22 octobre 2021 aussi. Donc, en face de ces recettes de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement sont les suivantes. Actualisation des intérêts d'emprunt et virement à la section d'investissement pour l'équilibre de la section de fonctionnement, pour un montant de 70 700. Je sais que ce n'est pas très lisible là-haut. Voilà.
Alors, en plus de ce virement à la section de fonctionnement, s'ajoute une recette supplémentaire liée à la perception de la vente de l'ancien bus communal qui a été dédié au service périscolaire. Un don aussi de l'entreprise CELA pour remercier la mairie suite à l'action de la mairie pour les aider suite à l'incendie qu'ils avaient subi, et une aide écologique relative aux véhicules communaux. Ces recettes d'investissement permettent d'abonder les opérations bâtiments communaux, stationnement intelligent, éclairage public et matériel et équipement des services techniques. Pour une augmentation des crédits, alors en fonctionnement dans le cadre des dépenses, de 82 700, en recettes, augmentation des crédits de 94 700. Au niveau des investissements, augmentation des crédits de 124 100 et au niveau des recettes, augmentation des crédits de la même somme de 124 100. Il s'agit de voter cette décision modificative. Merci beaucoup pour cette présentation, Madame Guillard. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur Paul. Juste une question. La somme de 49 500 correspondant à la cession d'un bus, je suis un peu surpris que ça arrive en 2021 alors que la cession s'est faite en 2018. Donc voilà, comment ça se fait que depuis 3 ans, on n'ait pas collecté cette somme Madame Guillard. Vous pouvez m'aider parce que là, je n'ai pas la réponse. Je vais demander au service de nous éclairer sur ce point. Alors en fait, c'est le travail qui a été effectué concernant l'inventaire. Donc le passage de la M14 à la M57 nous a conduit à faire ce travail-là. Et on s'est aperçu au niveau des services que la vente n'avait pas été actée par le paiement donc du bus, tout simplement. Merci. Donc il y avait de la trésorerie, mais pas de la comptabilité. Très bien, moi je tiens à mon tour à quand même souligner et remercier l'entreprise CELA pour le don qu'elle a fait à la commune. C'est suffisamment rare pour que ça mérite d'être souligné. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un don de 1 900 €, comme vous pouvez le voir sur le tableau. Oui. Je vais donc soumettre ce point au vote, qui a eu un vote à l'unanimité à la commission des finances. Oui. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, qui est toujours le point 9, mais 9.1, concerne une décision modificative sur le budget de l'assainissement. Madame Guillard. Alors, concernant le point 9, il s'agit des intérêts d'emprunt liés au projet de la future station d'épuration, que l'on retrouve en augmentation des crédits de fonctionnement 2321 et en investissement pour emprunt et dette assimilée de 8 860 €. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais soumettre ce point au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le projet de délibération numéro 10 concerne la réhabilitation des cours de tennis et la construction d'un 2e cours de paddle. Et je vais donner la parole à Madame Guillard. Je peux présenter le point sinon. D'accord. Oui. Alors, le point numéro 10 concernant le projet de réhabilitation des cours de tennis et construction d'un paddle. Ce projet concerne la demande de financement pour le projet de ce cours de tennis et la construction d'un 2e paddle, permettant d'optimiser les demandes de financement, puisque cela va concerner un projet global concernant les sports de raquettes avec une participation du tennis club Vicois et un autofinancement à hauteur de 20% du montant global. Donc, le budget total est de 120 000 €, une participation de l'État sous forme de subvention de 36 000 €, 30%, la région 36 000 €, 30%, le tennis club Vicois de 24 000, à savoir 20%, et un autofinancement de la commune de 24 000 aussi, 20%, en montant global de 120 000 €. Donc, il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer tout document nécessaire à cette demande de subvention. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Oui. Madame Larmitou.
La même remarque que précédemment, donc la genèse du projet. Y a-t-il eu effectivement une étude des besoins par rapport à ce deuxième terrain de paddle? Est-il rentable, le premier, pour donner lieu effectivement à la construction d'un second? Quant à la réhabilitation du terrain actuel, pas de remarque particulière, si ce n'est qu'effectivement ça n'a jamais été abordé dans une quelconque commission. Et je le regrette. Alors, oui, effectivement, sur la question du second terrain de paddle, en fait, le premier marche tellement bien que le club de tennis a souhaité en construire un sur ses fonds propres. Simplement, en faisant les démarches de construction et d'aide et de financement d'un tel terrain, il s'est rendu compte que si c'était la commune qui portait le projet et si le projet était plus conséquent, alors les subventions devenaient beaucoup plus intéressantes puisqu'elles vont jusqu'à 60% du projet. Parallèlement, au cours des différentes assemblées générales, le club a toujours manifesté le souhait de voir les 2 terrains extérieurs refaits depuis quelques années puisqu'ils sont pas dans un bon état. Cela d'autant plus que dernièrement, les 2 autres terrains qui étaient encore dans un plus mauvais état ont été supprimés puisqu'ils ont été remplacés par un terrain de basket et un skatepark. Donc il nous a semblé tout à fait opportun, compte tenu de cette opportunité de financement dès lors que l'enveloppe dépassait un certain montant, à savoir 60% de subventions État-région, et les restes, on fait 20% le club, 20% la mairie. Donc ça nous a semblé une aubaine et pour le club et pour la mairie et pour l'intégralité du stade Mélanie. Et comme il a fallu le faire relativement vite, effectivement, ça n'a pas été discuté ensuite en commission. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Monsieur Paul? Juste, j'aurais besoin d'un éclairage sur le fonctionnement de ces paddles. Lorsqu'on utilise un paddle, le cours de paddle, alors je ne sais pas si on dit un cours de paddle, je crois qu'on dit un cours. On dit un cours, bon, ok. Lorsqu'on l'utilise, donc on paye une heure, un montant de 20 €, je crois. Et alors, comment c'est géré? On le donne à qui? Enfin, à qui on le donne, je sais, mais qui est le collecteur des fonds? À qui on le donne? Est-ce que ça va au club? Est-ce que ça va à la mairie? Est-ce qu'il y a une partie à la mairie, au club? Puisque là, il y a des financements qui sont croisés et qui sont... Alors là, lorsqu'on loue le paddle, on paye et cet argent va où? Voilà. C'est juste sur le fonctionnement, j'ai besoin d'éclaircissement parce qu'on m'a posé la question et voilà. À ce jour, je parle sous le contrôle des différents licenciés, l'argent va au club. L'argent est loué au club. Alors je ne sais pas si c'est directement ou par l'application TenUp, qui est une application qui permet de louer en ligne, voilà. Mais en tout cas, c'est géré par le club de tennis. Voilà. Et je me souviens plus exactement du prix, mais je crois que vous n'êtes pas loin de la réalité, mais quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais donc soumettre le point au vote. Y a-t-il des oppositions? Ah non, avant de soumettre au vote, étant donné que Mme Pérez a la procuration de M. Faro, qui est président du tennis, elle ne votera pas au nom de M. Faro. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point suivant, numéro 11, il concerne la subvention complémentaire au comité des œuvres sociales du personnel de la ville de Vic. Et je donne la parole à Monsieur Roucault. Le projet de délibération numéro 11 concerne le dispositif qui a été mis en place depuis 2019, à savoir une des actions sociales de la commune au bénéfice de son personnel communal. Il est proposé de reconduire ce dispositif des années précédentes, à savoir un chèque cadeau d'une valeur de 150 € par agent, qui sera uniquement utilisable auprès des commerces vicois. La somme globale de cette année 2021 est de 5 850 €. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Merci, M. Roucault. S'il n'y a pas de questions, je vais le soumettre au vote. Les oppositions, les abstentions. Point adopté à l'unanimité. Merci pour le comité des offres sociales. Monsieur Paul.
Non, j'attendais que le vote soit fait parce qu'on est pour. Oui. Et on trouve que le fait de pouvoir redonner l'argent sur les commerces locaux, c'est une bonne initiative. Mais par rapport aux commerces locaux, je voulais juste faire une remarque, pas grand-chose à voir. Lundi, il y a 8 jours, il y a la directrice d'un des supermarchés qui est décédée. Je regrette de ne pas avoir vu ni vous, monsieur le maire, puis c'est quand même un des premiers employeurs, un des plus gros employeurs vicois, ni vous, le monsieur le maire, ni un des adjoints. Voilà, c'était juste une remarque que je souhaitais faire. Sachez, monsieur, que sans assister à des obsèques, il est possible de manifester son soutien et sa peine par ailleurs. Et ça a été fait. Bien. Point suivant qui concerne le projet de délibération numéro 12 et l'approbation de la convention d'adhésion au dispositif Petite Ville de demain. Monsieur Roucault. Le projet concerne le dispositif Petite Ville de demain, qui est un outil de relance au service des territoires mis en place pour aider les collectivités suite à la crise sanitaire. La commune a été labellisée Petite Ville de demain le 21 décembre 2020, ce qui lui permet de bénéficier d'un cofinancement pour le recrutement d'un chef de projet. L'aide financière pour le chef de projet est à hauteur de 75% de son coût annuel. Cette aide va permettre de développer les compétences et l'ingénierie communale pour mener à bien les projets des prochaines années. Il est donc proposé, pour bénéficier de ce financement, d'approuver la signature de la convention d'adhésion au programme Petite Ville de demain, d'approuver la création de l'emploi correspondant au chef de projet et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à demander le financement précité. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Paul. Alors, sur le montant de la subvention, ça dépend pour s'être informé depuis le début, puisque c'était un projet qui au départ était porté par le PETR, enfin le pays et la communauté de communes. Vous avez fait le choix de demander vous-même uniquement pour la commune de Vic un chef de projet qui a été accepté par madame la secrétaire générale de la préfecture. Par contre, le montant de 75%, il peut atteindre 64% selon un grand nombre de critères. Donc je pense que là-dessus, ce serait bien de mettre, plutôt que l'aide financière est à hauteur de 60, c'est peut être à hauteur de 75%, c'est pas tout à fait la même chose. Puisqu'en fait, il ne peut y avoir que 50% de subvention en fonction de l'intérêt. C'est très clairement expliqué dans les textes en fonction de l'intérêt et des sujets que vous allez donner au chef de projet en question. Voilà, c'était juste une remarque. Très bien. Je vais demander confirmation au directeur général des services sur ce point. Effectivement, sur ce dispositif, il y a des conditions à remplir qui seront donc intégrées dans la convention d'adhésion, bien évidemment. Donc il vaut mieux modifier la rédaction pour dire jusqu'à 75%? En tout cas, ça ne mange pas de pain, puisque même si c'est 75%, on peut mettre jusqu'à. On va dans ce sens. Oui, madame Larmitou. Il me semble aussi que les subventions sont dégressives au fil du programme, à vérifier peut-être, et à notifier dans la convention, puisque ce qui est vrai une année ne le sera peut-être pas à N+3 ni N+6. À ce stade, je ne crois pas qu'il y ait d'informations sur ce point. En tout cas, pas de dégressivité. Maintenant, le programme n'est pas ad vitam aeternam. Mais on vérifiera ce point-là aussi, mais je ne crois pas que celui-là soit véritable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Paul. Dans l'acceptation de madame la secrétaire générale de la préfecture de donner pour la commune de Vic la possibilité de recruter un chef de projet, il y était une des conditions, c'était un accord, une signature avec la communauté de communes. Et donc, en commission des finances, il a été demandé à monsieur le DGS si un rendez-vous était prévu entre les deux. Monsieur le DGS a répondu oui, sauf qu'à ce jour, il n'y a toujours pas de rendez-vous prévu entre la mairie et la Comcom. J'ai vérifié tout à l'heure. Donc, j'aimerais savoir... Vous êtes chef de cabinet du président de la Comcom? Pas du tout, mais ce sont des choses importantes, puisque aujourd'hui, dans le cas initial, où on était resté sur le projet initial du PETR, ça n'aurait rien coûté à la commune. Le fait de prendre que pour la commune de Vic, ça coûtera au bas mot 25% du montant. Alors que
si on avait fonctionné sur la Comcom et le PETR, ça n'aurait rien coûté à la communauté de communes. Donc il est logique de se renseigner, de savoir comment ça fonctionne, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on aura les subventions, etc., etc. Donc effectivement, il faut qu'il y ait une signature avec la communauté de communes, je vous le confirme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le choix de recruter un propre chef de projet, c'est que vous voyez bien dans l'état actuel des choses, le travail constructif et collaboratif avec la communauté des communes n'est pas possible. Donc l'état de confiance n'est pas là pour pouvoir partager justement quelqu'un. Et on l'a bien vu dans les mois qui sont écoulés. Donc à partir de là, effectivement, il y aura un petit coût supplémentaire pour la commune, mais au moins il y aura une efficacité qui sera maîtrisée. Voilà. Je vais donc soumettre ce point au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 13, c'est le dernier de l'ordre du jour, sur la modification des statuts de la communauté des communes Adour-Madiran, en vue de l'ajout de la compétence facultative, création et gestion d'un centre intercommunal de santé. Alors, il s'agit simplement d'une régularisation d'un vote pour que la compétence centre intercommunal de santé devienne une compétence facultative de la communauté des communes. Alors, je suis évidemment contre tout nouveau transfert de compétences à la communauté des communes, vu le fonctionnement actuel. Néanmoins, il est certain que ce centre intercommunal de santé existe, est réel, fonctionne. Nous avons même participé activement au choix de son implantation. Et aujourd'hui, il est géré par la communauté des communes, donc il s'agit simplement d'une régularisation en droit de ce qui existe de fait. C'est pour ça que je propose au conseil municipal de voter en faveur de ce point et de donner à la communauté des communes la compétence facultative centre intercommunal de santé. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Lormitou. En juillet dernier, il a été évoqué en conseil communautaire donc ce changement réglementaire avec un délai de 3 mois qui est aujourd'hui est révolu depuis le 8 octobre. Donc a priori, tacitement, l'affaire est déjà entérinée. Donc ce vote a-t-il lieu d'être? Il montre au moins, je ne sais pas s'il est entériné ou pas, mais il montre au moins la volonté du conseil municipal de ne pas aller contre ça. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. L'ordre du jour est épuisé, mais nous avons 2 questions diverses posées par le groupe Tous Unis pour Vic. La première que je vais me permettre de lire, sauf si vous voulez la lire. Lors d'une récente commission, nous avons été informés du projet finalisé du parking écologique vicois, ainsi que du fait que Madame l'architecte des Bâtiments de France refusait le principe d'une halle sur laquelle les panneaux photovoltaïques étaient prévus. Nous souhaiterions donc avoir le détail des modifications budgétaires de ce projet, son coût global, ainsi que l'impact sur la subvention attendue, puisque le prévisionnel était supérieur à 60%. Alors, d'abord, je ne sais pas si on appellera ce parking écologique. Bon, il s'agit du parking rue de l'Abattoir, qui va concerner 31 places de parking, des espaces végétalisés, une sorte d'arrêt pour le bus du marché et différentes petites choses, un parking à vélo. L'architecte des Bâtiments de France, Madame Colonel, lors d'une visite, avait stipulé, c'est en tout cas ce que nous avions compris, mon équipe et moi-même, qu'elle ne souhaitait pas que dans le cœur de ville, il y ait des panneaux photovoltaïques, et donc à proximité de la halle. Néanmoins, nous l'avons saisie à nouveau, et par courrier, et son retour officiel n'a pas été d'une opposition. Pour être tout à fait honnête envers elle. Néanmoins, entre-temps, nous avons pensé que l'édification d'une petite halle dans ce parking n'était pas une priorité, en tout cas actuellement, qu'on aurait, si le besoin s'en faisait sentir, l'occasion de le faire à l'avenir. Et donc, étant donné que ça avait un coût important, nous avons souhaité, enlever
la partie édification de halles, tout court. Donc, on est sur un budget de 179 000 €, alors que le coût prévisionnel global initial était de 330. Donc il y a 150 000 € en moins dans le budget. En revanche, au niveau des subventions, on est toujours sur quelque chose de l'ordre de 60%. Ça ne change rien sur l'impact pourcentage subvention. Ça change sur le montant global, hein, mais sur le pourcentage, sur la valeur relative, non. Ça, c'est pour la première question. Oui, madame. Est-ce qu'on a prévu éventuellement les prises pour les véhicules électriques, des choses comme ça? Oui, il y a des prises. Oui, c'est maintenu. Oui. Je l'ai oublié dans ce que j'ai dit, mais je savais qu'il y avait autre chose. Il y a une place handicapée également, etc. Et la deuxième question, donc vous demandez une salle, l'octroi d'un bureau et l'accès à une salle pouvant accueillir du public, y compris des personnes à mobilité réduite. Ma réponse là-dessus, c'est que vous avez déjà une salle que vous pouvez utiliser à loisir, y compris pour recevoir du public. Et dans le cas où vous auriez besoin de recevoir une personne à mobilité réduite ou plusieurs, vous faites-en la demande et selon le créneau, on vous octroiera une salle dans la mairie accessible, PMR. Il suffit de demander-le 24 heures à l'avance et on vous fournira soit ici, soit la salle la plus pratique possible selon le créneau demandé. Voilà, l'ordre du jour et les questions diverses ayant été abordées, le conseil municipal est clos. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée.